Date 17 juillet 2015, vendredi. Les heures chaudes de l'après-midi où le soleil caresse doucement la peau. Dans la région de Provence, au sud de la France, le village de Saint-Rémy de Provence, niché entre des champs de lavande que le soleil brûle impitoyablement, était plongé dans son silence habituel. Les touristes se promenaient dans les ruelles étroites de cette région spéciale et magnifique, sirotant des boissons fraîches dans les cafés locaux, sans peut-être vraiment saisir toute l'histoire profonde que ce petit village portait en lui. Car ce n'était pas un village provençal ordinaire. C'était ici que le devin le plus célèbre et mystérieux de l'histoire, Michel de Nostradam, connu sous le nom de Nostradamus, avait ouvert les yeux sur le monde et pris sa première respiration en 1503. Un enfant de 8 ans, nommé Léo Moreau, était venu ce jour-là avec sa famille visiter la maison historique où Nostradamus était né. Le petit Léo était un enfant joyeux, qui attirait l'attention avec ses yeux marrons brillants et son énergie constamment en mouvement. Il aimait jouer au football, les jeux vidéo et regarder des documentaires sur les dinosaures. Il n'avait pas d'intérêt particulier pour l'histoire. En fait, les visites de musées l'ennuyaient profondément. Et il voulait immédiatement partir de là pour aller jouer. Mais sa mère Claire, en tant que professeure d'histoire, voulait que son fils connaisse son patrimoine culturel. Son père Marc, passionné d'architecture, voulait examiner la structure de ces anciennes maisons provençales. Cependant, l'état de Léo ce jour-là avait troublé sa mère et son père dès le premier instant. Normalement, Léo qui geignait « Combien de temps encore devons-nous rester ?» en entrant dans des institutions ayant une importance historique comme les musées, était cette fois complètement différent. Dès qu'il franchit le seuil de la vieille porte en bois de la maison, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton, il fut enveloppé de silence. Il cessa de parler, même de bouger. Ses yeux regardaient au loin, comme s'il voyait quelque chose qui n'était pas là, comme s'il écoutait une voix que personne ne pouvait entendre. Son regard était figé, mais en même temps rempli d'une intensité profonde. Claire, avec des yeux à la fois surpris et curieux, toucha l'épaule de son fils. « Léo, ça va mon chéri ?» Léo ne répondit pas. Il était comme en transe, comme s'il était entré dans un état de voyage astral. La tête légèrement inclinée sur le côté, les lèvres immobiles, il était perdu quelque part dans son monde intérieur. Sa famille se regarda avec inquiétude, se demandant ce qu'il pouvait faire dans cette situation. Marc dit « Il fait très chaud, peut-être est-il affecté par la chaleur. » Mais il ne put cacher l'inquiétude étrange et énergique croissante dans sa voix. La guide du musée, une femme âgée et expérimentée nommée Madame Rousseau, commença à leur faire visiter l'intérieur de la maison. En avançant dans les pièces aux murs de pierre et au plafond bas, elle raconta l'époque où Nostradamus vivait. Mais Léo ne disait rien face à cette situation, il restait figé. Ses yeux avaient toujours cet étrange éloignement. Puis, ils entrèrent dans la pièce où Nostradamus avait passé son enfance. Cette pièce était meublée d'un lit simple, d'un petit bureau de travail et de vieilles gravures accrochées au mur. Dans le coin de la pièce, il y avait un vieux sablier et quelques livres usés. La lumière filtrait par la petite fenêtre avec un léger éclat doré. Léo, avançant à pas lents et calme au milieu de la pièce, s'arrêta soudain. Son visage devint complètement blanc. Ses mains se mirent soudainement à trembler. Puis, prenant une profonde inspiration dans un ancien dialecte français du XVIe siècle qu'il ne connaissait pas, comme une voix venant de siècles passés, il commença à murmurer « Les tours de la grande cité s'élèveront dans les flammes, les jumeaux tombant, le ciel se teindra de rouge. À l'aube du 3e millénaire, le monde assistera avec horreur au feu venu du ciel. » Tout le monde dans la pièce se figea. Le visage de Madame Rousseau devint blanc comme neige. Le cœur de Claire se mit à battre rapidement. Marc regardait son fils avec stupéfaction. Ces mots, cette ancienne grammaire, cette structure poétique, ce dialecte ne pouvaient absolument pas sortir de la bouche d'un enfant de 8 ans. Claire, tremblante, s'agenouilla devant son fils. « Léo, Léo, où as-tu appris cela? Que dis-tu » Mais Léo, comme s'il n'entendait pas la voix de sa mère, les yeux fixés au plafond, restait immobile. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Madame Rousseau dit avec excitation « C'est un quatrain, comme une des prophéties de Nostradamus, mais je n'ai presque jamais entendu un tel quatrain de toute ma vie.
Elle avait joint ses mains, pétrifiées de stupéfaction, et sa voix tremblait. Claire ressentit un mélange profond de peur et d'étonnement, car les mots que Léo avait prononcés lui rappelaient quelque chose, les attentats du 11 septembre 2001, les tours jumelles, le ciel, le début du 3e millénaire. Mais cela ne pouvait être une coïncidence. Léo était né en 2007, il n'avait jamais vécu le 11 septembre. Il avait peut-être regardé des documentaires à la télévision, mais comment pouvait-il s'exprimer si bien, de manière si poétique et dans une langue si ancienne? Lorsqu'ils passèrent dans l'ancienne cuisine de la maison, une cuisine aux murs de pierre avec une grande cheminée, datant du Moyen-Âge, Léo s'anima soudain, comme s'il bondissait d'un seul coup. Comme si quelqu'un lui avait donné une carte routière, il se dirigea sans hésitation directement vers la grande cheminée en pierre. Il s'agenouilla et toucha un point précis du mur, une vieille pierre noircie, légèrement en dessous du niveau des yeux. « Ici », dit Léo, sa voix cette fois plus profonde, comme la voix de quelqu'un de beaucoup plus âgé que lui. « J'avais caché ici, pour que personne ne trouve. L'Inquisition me poursuivait. Ils ont déclaré mes prophéties interdites. Ils m'ont accusé de sorcellerie. » Marc intervint pour mettre fin à ce jeu étrange et effrayant de son fils. « Bon, mon garçon, ton imagination est très développée, mais ça suffit maintenant. »« Non !» cria Léo d'une voix dure et autoritaire, d'une manière qu'il n'avait jamais faite. « Écoutez-moi. Derrière la pierre, il y a un vide. Le mécanisme est dans le coin droit. Vous devez appuyer. » Le père Marc frappa légèrement le mur à côté de la cheminée pour calmer son fils. Comme pour plaisanter. « Regardez Léo, il n'y a rien ici. » Il ne put terminer sa phrase. Elle resta en suspens, car le son venant de derrière la pierre était un écho vide. Le mur était creux à cet endroit. Madame Rousseau retint son souffle. « Mon Dieu, c'est impossible. Cette maison a été restaurée des dizaines de fois. Chaque centimètre a été examiné en détail à plusieurs reprises. » Marc passa sa main plus soigneusement autour de la pierre. Comme Léo l'avait décrit, il y avait une légère saillie dans le coin droit. Quand il appuya dessus, un profond son de frottement de pierre se fit entendre, et la pierre glissa légèrement vers l'intérieur. Les responsables du musée, la police et les experts en restauration furent appelés d'urgence. Après des heures de travail minutieux, alors que l'obscurité du soir commençait à tomber, le compartiment secret fut complètement ouvert. À l'intérieur se trouvait un vieux cahier relié de cuir marron foncé, couvert de poussière et de toiles d'araignée séculaires. Sur le cahier, en lettres dorées fanées, il y avait une inscription « MN, Arcana Ultima ». Les experts retirèrent soigneusement avec des gants ce cahier vieilli. Ses pages étaient jaunies, certains endroits s'étaient désintégrés à cause de l'humidité, les encres avaient coulé. Mais les parties lisibles contenaient presque le mystère des siècles. C'était un journal contenant les prophéties jamais connues et non publiées de Nostradamus, ses calculs astrologiques personnels et ses visions les plus redoutées. Quand le journal fut ouvert, une odeur de vieux papier et de légère moisissure se répandit dans la pièce, flottant doucement et rapidement dans l'air. Léo, toussant à cause de la poussière s'élevant du cahier, les yeux toujours avec ce regard lointain, dit « Pour que la peste ne revienne pas. » J'utilisais du vinaigre mélangé avec des roses et des œillets. Il porta ses mains à son nez et à sa bouche, comme s'il essayait de garder cette odeur à l'extérieur et qu'il m'en voulait pas. J'ajoutais aussi de la lavande, j'ajoutais du romarin. Quand j'allais voir les malades, je m'en enduisais tout le corps. Beaucoup de médecins sont morts, mais je suis resté en vie. L'expert en histoire médicale présent, le docteur Henri Dubois, regarda Léo avec stupéfaction, car le mélange que Léo décrivait était exactement la formule du médicament légendaire connu sous le nom de 4 voleurs, le vinaigre des 4 voleurs, que Nostradamus utilisait pendant les épidémies de peste. Cette formule n'apparaissait que dans des livres très spécialisés d'histoire médicale académique. L'enfant a dit la formule exacte, rose, œillet, vinaigre, lavande, romarin. Même la méthode d'application. C'est impossible, dit le docteur Dubois, sa voix tremblant. Claire avait maintenant vraiment peur. « Docteur, qu'est-ce que cela signifie? Mon fils est-il malade ?»« Il n'est pas malade, » dit le docteur Dubois, sans détacher ses yeux de Léo. « Mais je ne peux pas expliquer comment il le sait. » En même temps, dans l'une des dernières pages du journal, il y avait un code que personne n'avait pu déchiffrer depuis des siècles, rempli de calculs astrologiques complexes de Nostradamus, de symboles planétaires et de formes entrelacées. Quand les experts commencèrent à examiner cette page, Léo s'approcha silencieusement d'eux. Il prit le cahier en main et regarda cette page.
Comme s'il lisait un livre pour enfants, il commença à parler de manière fluide. Ceci, la grande conjonction de Saturne et Jupiter. C'est arrivé en 1524, puis en 1544. Mais la vraie grande se produira dans un avenir très lointain. Son doigt parcourut les symboles. Ces lignes, ici, Imperium cadet, l'Empire tombera. Et ceci, Rome, la chute de Rome. Les experts dans la pièce restèrent figés de choc, car ce code, depuis exactement 6 siècles, avait été tenté d'être déchiffré par les plus brillants experts en codes anciens, mathématiciens et historiens du monde. Des thèses de doctorat avaient été écrites sur ce code à l'université de la Sorbonne, mais personne n'avait pu le déchiffrer complètement. Il n'avait pu que faire des suppositions. Et maintenant, un enfant de 8 ans, d'un seul regard, comme s'il lisait sa propre écriture, avait déchiffré le code. Le professeur Laurent Mercier, l'un des principaux experts français sur Nostradamus, prit le cahier des mains de Léo en tremblant. Il comparait ces symboles intéressants que l'enfant avait montrés avec ses propres années de recherche. Les alignements astrologiques pointaient vraiment vers des événements célestes que Nostradamus associait dans ses autres œuvres aux grandes chutes et à la fin des empires. « Cela ne peut être vrai », dit Mercier, la tête enfouie entre ses 2 mains, attendant pensivement. « Ce code n'a pas été déchiffré depuis 600 ans. Je travaille sur ce code depuis 30 ans, et cet enfant, en 1 seconde... » Léo chancela soudain. Son visage était couvert de suaire, ses yeux étaient flous. « Ma tête me fait très mal, » dit-il, d'une voix de petit enfant. Cette voix profonde et âgée avait disparu. Maintenant, ce n'était qu'un enfant malade et fatigué. Claire prit son fils dans ses bras. Le front de Léo était brûlant de fièvre. Léo tomba malade avec une forte fièvre après cette nuit-là. Les médecins dirent que l'enfant était trop fatigué et qu'il avait peut-être eu une légère assolation et que c'est pour cela qu'il avait vécu de telles choses. Pendant 3 jours, sa fièvre ne baissa pas. Il murmurait dans ses rêves, disait des mots en vieux français, criait parfois. Claire et Marc veillèrent au chevet de leur fils. Le 4e jour, quand Léo se réveilla, sa fièvre était tombée. Il n'y avait plus cet étrange éloignement dans ses yeux. Il avait retrouvé ses yeux brillants et joyeux. Il sourit à sa mère et dit « J'ai faim, maman ». Claire serra son fils dans ses bras avec des larmes. « Léo, mon chéri, te souviens-tu de ce qui s'est passé à Saint-Rémy » Léo regarda avec étonnement et comme s'il ne comprenait pas ce qu'il avait fait. « Saint-Rémy ? Nous n'y sommes pas allés. Nous devions y aller. Je voulais y aller. Mais ensuite, je suis tombé malade. » « Non, mon fils, nous y sommes allés. Nous sommes allés à la maison de Nostradamus. » Léo secoua la tête de gauche à droite. « Je ne me souviens pas. J'ai peut-être rêvé. J'ai fait des rêves très étranges, et plus précisément auxquels je n'ai pas pu donner de sens. Dans l'un d'eux, j'étais un très vieil homme. Je soignais des malades. Dans un de mes rêves, je regardais les étoiles et je pouvais voir l'avenir. » Mais ce n'était que des rêves, n'est-ce pas, maman ? Claire regarda le visage extrêmement innocent de son fils. Oui, mon chéri. Ce n'était que des rêves. Mais elle savait qu'elle mentait. Aujourd'hui, cet enfant, c'est-à-dire Léo Moreau, a 17 ans et est un lycéen normal. Il aime jouer au football, traîner avec ses amis, obtient des notes moyennes en cours de mathématiques. Il n'a pas d'intérêt particulier pour l'histoire. Il ne se souvient de rien de ce qui s'est passé ce jour-là à Saint-Rémy. Sa famille lui a raconté plusieurs fois, lui a montré des vidéos. Mais pour Léo, c'est comme l'histoire de quelqu'un d'autre. Cependant, le journal que Léo a découvert est maintenant conservé dans une section spéciale, en tant que l'un des trésors les plus précieux de la Bibliothèque nationale de France. Les experts continuent d'examiner les prophéties, les calculs astrologiques et les codes du journal. Le professeur Mercier, dans sa dernière interview avant son décès, avait dit ceci. « Il y avait quelque chose de très étrange et inexplicable chez cet enfant, quelque chose que la science ne peut expliquer. Je suis un homme matérialiste, je ne crois pas aux choses spirituelles. Mais ce que j'ai vu ce jour-là, soit la réincarnation est réelle, soit le cerveau humain peut accéder à la connaissance universelle de manière que nous ne pouvons pas imaginer. Dans les 2 cas, le monde que nous connaissons est beaucoup plus mystérieux que nous ne le pensons. Ceux qui étaient présents ce jour-là ont adopté ce regard lointain, profond, très intéressant dans les yeux de Léo qui avait vu des siècles, et il ne faut pas regarder d'un seul point de vue.
Madame Rousseau, quand elle prit sa retraite, dit « J'ai travaillé dans ce musée pendant 60 ans. J'ai vu des milliers de touristes. Mais la chose dans les yeux de cet enfant est cette aura sérieuse qu'il dégageait autour de lui. Ses yeux qui me regardaient étaient exactement comme les yeux de Nostradamus, j'en suis sûr. L'esprit de Nostradamus était-il revenu dans sa maison natale et avait-il révélé ses secrets cachés depuis des siècles par l'intermédiaire d'un petit enfant? Ou le cerveau de Léo avait-il accédé à la connaissance du passé au niveau quantique, au-delà du temps? La science ne peut répondre à ces questions. Cet événement est maintenant enregistré dans le monde scientifique sous le nom de phénomène de Saint-Rémy. Les parapsychologues, neurobiologistes, physiciens et historiens travaillent toujours sur cet événement. Et dans les pages jaunies de ce journal poussiéreux, la dernière prophétie de Nostradamus est peut-être encore écrite. Peut-être que Léo n'était qu'un commencement. Peut-être que le grand prophète reviendra parmi nous à l'avenir, par l'intermédiaire d'un autre enfant. Le temps révèle tous les secrets. Ou peut-être que certains secrets doivent rester cachés à jamais et ne pas être révélés. Abonnez-vous à la chaîne et aimez nos vidéos.